En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. En toute vérité, chaque dimanche entre 11h et midi, sécurité, économie numérique, immigration, écologie. Pendant une heure chaque semaine, nous débattons sans tabou des grands enjeux pour la France d'aujourd'hui et de demain. Et ce dimanche, nous avons le plaisir de recevoir le géopolitologue Gilles Kepel. Il est l'auteur d'un essai intitulé « Le bouleversement du monde, l'après 7 octobre » qui vient de paraître chez Plomb. De l'après 7 octobre, nous allons justement en parler tout au long de cette émission. Le pogrom du Hamas, puis la riposte de Tsahal ont-ils bouleversé l'ordre du monde? Jusqu'où ira l'engrenage de la guerre? Quelles sont les conséquences à l'intérieur même des sociétés occidentales? On en parle tout de suite en toute vérité avec Gilles Kepel. En toute vérité sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Gilles Kepel, bonjour. Bonjour à vous. Ravi de vous recevoir pour ce nouveau numéro d'En toute vérité. On va discuter de votre dernier livre, Le bouleversement du monde, l'après 7 octobre. C'est aux éditions Plomb. On est justement pratiquement un an jour pour jour après le 7 octobre. Ce pogrom du Hamas a eu des conséquences en série qu'on n'avait pas forcément anticipées. Quel est le bilan après cet événement et après aussi un an de guerre de Tsahal contre le Hamas, une guerre qui en plus s'est étendue et est désormais menée face au Hezbollah libanais? Eh bien, en fait, les conséquences probablement ne sont pas celles que le Hamas lui-même avait prévues, ni du reste l'axe de la résistance dirigé par Téhéran, dont le Hamas était le principal allié dans la région, puisqu'il était implanté sur le territoire palestinien principalement, parce que, en fait, ce qu'on découvre aujourd'hui à peu près avec certitude, c'est que Yahya Sinwar, le chef du Hamas, n'avait pas pris l'autorisation de Téhéran ni du Hezbollah libanais pour lancer l'opération. Et ce qui a été vécu par les victimes comme un pogrom, comme vous l'avez mentionné à l'instant, a été pensé par le chef du Hamas, qui est un mouvement donc djihadiste issu de la mouvance sunnite des frères musulmans, différent des chiites de l'Iran et du Hezbollah, comme une razzia. Une razzia, c'est-à-dire ces opérations très violentes et brusques de l'histoire arabe ancienne, où une tribu fondait sur une autre, tuer les hommes en âge de combattre, emmener les femmes dans les harems, les enfants en esclavage, couper les arbres et voler les moutons. Et c'était aussi un mode principal de faire la guerre dans l'islam des débuts, et en particulier, c'était mené par le prophète Mohammed, et il y a une fameuse razzia contre une oasis juive, l'oasis de Khaybar, qui est aujourd'hui dans le territoire saoudien, près de Médine, qui est racontée en détail dans l'histoire sainte du prophète, où celui-ci est montré comme exterminant les habitants de cette oasis qui avait refusé donc l'appel à l'islam, et dans des termes d'une assez grande cruauté, puisque on lui dit en arabe « Ya Mansour Amit, Amit », ce qui veut dire « Ô victorieux, tu. » Et le terme Khaybar, l'évocation de ce nom, est régulièrement dans la bouche de ceux qui attaquent les intérêts juifs, en Israël en particulier, du Hamas, du djihad islamique, etc. C'est l'une des choses qu'il faut avoir en tête pour comprendre pourquoi ces images du 7 octobre, qui ont été abondamment revues à l'occasion de la journée de commémoration menée principalement par les instances juives et israéliennes, sont aussi horribles et aussi terrifiantes, parce que une grande partie de ceux qui se sont livrés à cette attaque avaient le sentiment que l'adversaire était déshumanisé et que eux-mêmes étaient les exécutants d'une volonté divine telle qu'ils l'apercevaient, vous voyez. Et il faut toujours avoir ça en tête, puisque ce conflit est quand même en terre sainte, en principe, est très marqué par les interprétations de la religion qui vont
poussés à agir, quelquefois dans des limites qui dépassent l'entendement, les uns et les autres. Par exemple, je voulais vous dire, dans le cas de la Cisjordanie, que les colons appellent la Judée et Samarie, le modèle, ça n'est pas la razzia du prophète, c'est la chute de Jéricho, après les fameux épisodes des trompettes, quand Josué, le chef des Hébreux, tua tout ce qu'il y avait, comme dit la Bible. Alors, c'est peut-être un épisode d'ailleurs plutôt légendaire que réel, mais on voit là comment le choc des mouvements qui sont les plus fondamentalistes, si vous voulez, va créer un précédent et rendre d'autant plus difficile ensuite les compromis nécessaires à la paix. Ce qui est intéressant en vous suivant, c'est qu'on est quand même très au-delà d'un conflit purement territorial. On voit bien que les représentations religieuses jouent un rôle. Est-ce que c'est pas tout simplement une guerre de religion, voire une guerre de civilisation? Et est-ce que c'est pas ça qui rend ce conflit aussi si compliqué, la résolution de ce conflit si compliquée? Mais ça comporte évidemment cette dimension. Et ça ne s'y limite pas, parce que, enfin, quoi qu'une civilisation, ça englobe tout, hein, puisque il y a aussi des enjeux territoriaux importants. Vous savez, parmi les solutions qui sont envisagées, certains disent, au fond, les colons israéliens en Cisjordanie, c'est un peu comme les pieds noirs en Algérie. Il va falloir qu'ils s'en aillent. Simplement, le territoire d'Israël est beaucoup plus petit que celui de la France. L'Algérie, la question des pieds noirs est aussi une blessure dans la société française, comme on le sait. Et donc, tout ça, évidemment, rend les choses d'autant plus complexes quand chacun a le sentiment que cette terre sainte est sa terre sainte à lui. Et que on a le droit d'y être, que les autres n'ont pas le droit d'y être. On a beaucoup dit que Benyamin Netanyahou ne voulait pas forcément de résolution au conflit, qu'il avait plutôt intérêt à un état de guerre permanente, en tout cas qu'il n'y avait pas volonté de créer deux États. La question, c'est que face au Hamas, face au Hezbollah, est-ce qu'il a des interlocuteurs aussi pour négocier un compromis territorial, hein? Alors lui-même, aujourd'hui, est dans une logique de tentative de victoire militaire, à mon avis, tactique. C'est-à-dire que il porte une responsabilité pour la survenue du 7 octobre, pour la surprise, parce que il ne l'a pas anticipé, il était au gouvernement, c'est lui qui avait fait libérer c'est lui qui avait fait libérer Sinwar, le chef du Hamas, en 2011, un peu comme le Kaiser avait envoyé Lénine dans l'Empire tsariste à Saint-Pétersbourg pour faire imploser la Russie. Ça a tellement bien marché que ça a créé le communisme ensuite. Et il le faisait financer avec l'aval américain par le Qatar pour créer une espèce de prospérité. Et tout ça passait par des tunnels de contrebande venant du Sinaï égyptien, où passaient aussi toutes sortes d'armements dont on a vu l'efficacité le 7 octobre. Et donc, il a été sans doute pris au piège de ce qu'il appelait sa conception, sur lequel, selon lui, au fond, Hamas ne pourrait proférer les choses les plus terribles, Sinwar pourrait faire des menaces, mais ne passerait jamais à l'action. Et ça a été un traumatisme terrible, parce que, d'une part, il est probable également que Sinwar, le chef du Hamas, n'avait pas anticipé qu'il y aurait ce festival de musique, le festival de Nova, qui a fait qu'ils se sont trouvés face à des victimes potentielles en très grand nombre, d'autant plus que beaucoup d'entre eux avaient abusé de psychotropes pendant la nuit, et donc ils étaient complètement incapables de se défendre. Et d'une certaine manière, le Hamas a créé l'irréparable, puisque non seulement il n'avait pas prévenu les Iraniens et les Libanais du Hezbollah, mais aussi ils se sont trouvés avec une quantité gigantesque de morts. C'est une orgie d'une certaine manière de massacre, une quantité gigantesque d'otages. Et de ce fait, les Israéliens n'avaient plus aucune marge de négociation. Il n'y avait qu'une chose à faire de leur point de vue, écraser, rechercher une vengeance terrible, une revanche de Dieu, si j'ose dire, terrible. Et Netanyahou, pour s'en sortir politiquement, n'avait pas d'autre issue que la fuite en avant militaire. La première étape, ça a été l'encerclement de la bande de Gaza, ça a été la répression qu'on connaît. Aujourd'hui, probablement 42 000 morts, ce qui est quand même très important, 100 000 blessés, 2 millions de personnes déplacées.
Puis, une fois que Gaza a été neutralisé militairement, en tout cas c'est ce que nous disent les Israéliens, l'armée a été déplacée vers le nord, de façon à pouvoir faire rentrer chez eux les 60 000 habitants de la Haute-Galilée, israéliens, qui étaient sous le feu des missiles et autres engins du Hezbollah, du parti chiite libanais, qui fait partie de l'axe de la résistance dirigée par Téhéran, la résistance à Israël. Et donc, Netanyahou a mené une guerre au cours des dernières semaines contre le Hezbollah, qui a été le plus grand, disons, blitzkrieg numérique de l'histoire, avec ces choses tout à fait stupéfiantes, qui est l'explosion simultanée des beepers par lequel le Hezbollah joignait ses capitaines et ses lieutenants. Donc il a détruit d'un coup l'encadrement moyen. Le lendemain, la guerre a été déclenchée, les bombardements ciblés qui ont décapité l'état-major du Hezbollah et surtout liquidé la personnalité la plus importante, la plus charismatique, qui tenait Hassan Nasrallah, qui tenait le Hezbollah depuis 32 ans et qui était un personnage auquel s'identifiaient aussi bien des sunnites que des chiites. Et ça a porté un coup terrible, ça. Ajoutant à cela qu'en même temps, Israël avait tapé sur la Syrie, qui est le maillon le plus faible de l'axe de la résistance, et qu'aujourd'hui, d'une certaine façon, c'est l'Iran, qui n'est plus protégé par le Hezbollah qu'il avait créé comme un glaive et un bouclier, qui se trouve en première ligne face à Israël. Nous allons en parler de l'Iran, parce que votre livre est intitulé « Le bouleversement du monde ». Le bouleversement du monde, ça pourrait être notamment la chute du régime des Mollahs. Vous nous en dites plus après une courte pause sur Sud Radio. À tout de suite, en toute vérité. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio, en toute vérité, avec Gilles Kepel, spécialiste du monde arabe, islamologue, géopolitologue. Il est l'auteur de Le bouleversement du monde, qui vient de paraître aux éditions Plomb. C'est sur l'après 7 octobre. Et puis depuis le début de l'émission, on essaie de dresser ce paysage de l'après 7 octobre. Vous nous disiez avant la courte pause que le front finalement s'était élargi face au Hezbollah. Le Hezbollah décapité finalement par Tsahal, avec cette conséquence collatérale inattendue du 7 octobre, c'est l'Iran, le régime des Mollahs, extrêmement fragilisé. Tout le monde ne pense pas ça d'ailleurs, mais vous en êtes convaincu. C'est l'élimination d'Hassan Nasrallah est un coup décisif pour Tsahal en réalité, et un coup décisif aussi pour le régime des Mollahs, qui est très affaibli. Alors décisif, on le verra, mais en tout cas c'est un coup très, très important, parce que en ciblant le Hezbollah, donc le parti chiite libanais qui est directement aux ordres de Téhéran et qui a été créé par Téhéran, parce que le Hamas est un parti sunnite palestinien qui a existé avant, qui s'est rapproché de Téhéran pendant un parti est une organisation terroriste aussi. Voilà, enfin qui utilise la violence, mais qui est également comme le Hezbollah. Non, mais c'est bien de rappeler ce que c'est parfois le Hezbollah, puisqu'on a vu qu'il y avait des définitions parfois différentes, bien sûr, dans la presse, parce que c'est une organisation multifacette. Exactement, parce que c'est aussi un immense service social. C'est à travers le Hezbollah, financé très largement par l'Iran, d'ailleurs à la fureur d'une partie de la société iranienne, que les chiites libanais, qui étaient la communauté la plus pauvre, la plus méprisée, mais qui de ce fait avaient beaucoup d'enfants, et qui sont les plus nombreux, ont connu une ascension sociale très importante. Et ces grands immeubles assez horribles qu'on voit dans la banlieue sud de Beyrouth sont quand même des immeubles pour des familles qui autrefois vivaient dans la misère rurale, dans des cahutes. Si vous voulez. Donc il y a cette dimension-là, il y a un sentiment d'identification de beaucoup de ces chiites au parti, à ses méthodes. Donc on peut considérer, le Hezbollah est considéré comme terroriste par un certain nombre d'États. En Europe, on ne considère pas l'organisation civile comme terroriste, on débat avec eux, mais l'organisation militaire. Et en détruisant, en infligeant des coups aussi violents, aussi forts au Hezbollah, Israël, d'une certaine manière, a affaibli considérablement l'Iran. Puisque, au fond, le Hezbollah servait de fortin avancé à l'Iran, ne l'exposait pas. Et en même temps, comme on dirait en politique française, l'Iran a subi ces derniers temps un certain nombre
de bouleversements inexpliqués. D'abord, il y a eu la mort en hélicoptère de l'ancien président, M. Raïssi, avec son ministre des Affaires étrangères, à la frontière entre l'Azerbaïdjan, d'où il venait, et l'Iran. L'Azerbaïdjan est un pays où Israël est très influent, où le Mossad est très bien implanté. Raïssi, qui était un ancien juge islamique très fanatique, qui adorait rien de plus que de signer des centaines d'ordres de condamnation à mort au début de la Révolution, donc pour les malheureux qui étaient dans la fameuse prison de sinistre réputation d'Evin, et qui avait eu la main sur la répression très violente contre les femmes en Iran depuis 2 ans à la suite de la mort, l'assassinat dans un commissariat de la jeune Mahsa Amini, considérée comme mal voilée, se posait comme successeur du guide suprême, Ali Khamenei, qui a 85 ans et qui est atteint d'un cancer. Et alors, est-ce que sa mort est purement le fruit d'un accident? Est-ce que on fait monter un pays qui est au bord du seuil nucléaire, qui doit être assez sophistiqué, dans un vieil hélicoptère Bell qui avait été acheté aux Américains dans les années 1950 par le régime du Shah? Ça soulève toutes sortes de questions. Toujours est-il que le président qui lui a succédé, qui a été élu, entre guillemets, mais avec l'assentiment évidemment de l'establishment militaro-politique, d'une partie du clergé et des guides de la Révolution, est quelqu'un qui a dit tout de suite, le docteur Pezeshkian, mais il faut qu'on se réconcilie avec l'Occident, etc. Donc qui lui-même lisait ce qu'on lui disait de dire, si vous voulez, qui a fait passer un autre message. Et donc on voyait bien qu'il y avait dans le sommet du pouvoir iranien des gens qui peut-être pensaient, si jamais Raïssi devient le chef suprême, parce que le président de la République n'est pas le chef suprême, le chef de l'État. C'est l'ayatollah Khamenei. C'est l'ayatollah Khamenei, le guide de la Révolution, et ça aurait été le guide Raïssi s'il avait été élu. Ça veut dire qu'on est dans une logique complètement extrémiste et jusqu'au boutiste, et la République islamique et l'Iran avec lui va aller dans le mur. Ça va finir très mal cette histoire. On va. Ce que vous nous dites, c'est qu'il y a des lignes différentes qui s'affrontent aujourd'hui à l'intérieur du régime. En tout cas, il y a des éléments qui sont difficiles à comprendre si tout le monde était uni. Le suivant, c'est la mort d'Ismaël Haniyeh, le chef du bureau politique du Hamas, convoqué ainsi que tous les clients de l'Iran pour célébrer dans grande pompe l'élection de M. Pezeshkian, le nouveau président, et qui, dans le bunker ultra sécurisé qui est la maison d'hôte des gardiens de la Révolution, meurt d'une explosion dans la nuit, d'un explosif déposé dans sa chambre. On peut difficilement imaginer que ce soit quelqu'un qui faisait le ménage, qui déposait une boîte de chocolat explosive. Et donc, est-ce qu'il y a eu une infiltration du Mossad au plus haut niveau, ou est-ce que carrément une partie de l'establishment estime qu'il faut changer la donne? On n'en sait rien. Mais ça fait beaucoup de questions qui se posent. Et ensuite, donc, il y a la mort de Nasrallah. Il a aussi comment cet homme qui était l'un des mieux protégés du monde a été maintenu dans la zone du sud où l'armée israélienne, avec des informateurs, peut-être même certains des traîtres de Téhéran et autres, avaient des capacités d'attaque qui avaient démontré. Ils avaient déjà liquidé l'essentiel de l'état-major avant de se débarrasser de Nasrallah. Donc tout ça pose énormément de questions. Est-ce que l'Iran aujourd'hui est capable d'encaisser le choc d'une frappe israélienne? De quelle manière exactement? Est-ce que vous avez à l'intérieur de l'Iran des gens dans l'establishment qui se disent, au fond, la République islamique, c'est un épiphénomène. Ce qui est important, c'est la nation iranienne, à la manière dont l'Union soviétique, après le départ, la défaite de Kaboul le 15 février 89, quand l'armée rouge est partie défaite, l'establishment du KGB et la gorbatchevisation du système a abouti à la chute du mur de Berlin, à la fin du communisme. On est peut-être à la veille de la chute. C'est une hypothèse, je n'en sais rien, je ne veux pas faire mais en tout cas, je crois que le système était faibli. Il y a une hypothèse de guerre totale aussi, à votre avis, entre l'Iran et Israël? Tout ça va dépendre, au moment où nous enregistrons cette émission, les scénarios de frappe auraient été en Israël approuvés, on ne sait pas quels ils sont. Alors Biden a tout de suite fait savoir qu'il ne donnerait pas la main à une frappe contre des objectifs stratégiques nucléaires ou pétroliers et autres, pour des raisons aussi, et c'est un peu la dimension bouleversement du monde de cette affaire. Imaginez une frappe sur
des terminaux pétroliers ou gaziers iraniens. L'Iran peut être tenté de répliquer en neutralisant des terminaux saoudiens ou émiratis ou qataris. On a vu du reste les Arabes sunnites de la péninsule arabique recevoir toutes sortes d'officiels iraniens ces derniers jours, un peu pour se prémunir. Et ça ferait pourquoi comme conséquence l'augmentation du prix des carburants gigantesques en pleine élection présidentielle américaine. Et c'est Trump qui gagne, parce que dans ce cas-là, Mme Harris sera considérée comme la créature de Biden qui, quelles que soient les circonstances, a fait que les prix du carburant ont bondi. Et les Américains, ils sont très sensibles. Vous voyez, donc tout ça fait en sorte, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que ce qui se joue au Moyen-Orient aujourd'hui est très, très lié à l'ensemble des bouleversements d'un monde que le 7 octobre a fait vaciller sur ses fondements. On va y revenir, voir effectivement comment le 7 octobre a peut-être redéfini les rapports de force, pas seulement au Moyen-Orient, mais dans le monde entier, avec un affrontement peut-être entre le Sud global et l'Occident. En fait, c'est ce qui se joue également. Mais restons un moment sur la question de l'Iran. On a l'impression que la stratégie suivie par Israël et finalement, et par le monde occidental, et finalement aussi peut-être d'affaiblir suffisamment le régime pour qu'il y ait une forme de révolte interne. On voit bien qu'il y a eu le mouvement des femmes iraniennes, la société iranienne a l'air aussi d'être épuisée par le régime des mollahs, ou au moins une partie de cette société. C'est probablement l'une des raisons de l'épuisement du modèle Raïssi. C'est-à-dire que une partie de la société qui, au fond, en Iran, vous savez, dans le chiisme, il y a ce qu'on appelle le batin et le zahir, c'est-à-dire ce qui est caché et ce qui est public. On peut faire tout ce qu'on veut. Caché, moi, quand j'allais en Iran autrefois, avant que ce soit devenu impossible, pour faire mon travail d'analyse et d'écrire, j'ai observé, sans y participer, des soirées très arrosées et où le libertinage se donnait libre cours à Téhéran, que je n'avais jamais vu en France, si vous voulez. Et bon, c'était autrefois, bien sûr. Et il suffisait de donner un bakshish au gardien de la Révolution qui était en bas. Et là, la répression des femmes est allée très loin, puisque même des couches sociales qui, au fond, ne voulaient pas se révolter explicitement contre le régime, parce qu'il y avait quand même un maintien d'un certain ordre, alors que ailleurs c'est le désordre et la violence, en Irak, ailleurs, etc., dans beaucoup de l'environnement local, et qui là ont dû penser que trop c'est trop. Alors, de leur propre mouvement, ils n'avaient pas la capacité de renverser le régime, et là maintenant, les plus radicaux en tout cas, se trouvent, me semble-t-il, isolés, parce que leur politique aussi de taper sur Israël, finalement, se retourne contre eux. Et l'Iran, comme après lui le Hezbollah, est pris dans une escalade, dans un engrenage dont il a du mal à se sortir. Merci Gilles Kepel, on se retrouve après une courte pause. On continue à parler de l'après 7 octobre et du bouleversement du monde qui est devant nous. A tout de suite sur Sud Radio, en toute vérité. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. En toute vérité sur Sud Radio avec ce dimanche Gilles Kepel. Gilles Kepel qui vient nous présenter son nouveau livre, Le bouleversement du monde, l'après 7 octobre. C'est chez Plomb. On parlait effectivement des conséquences de ce 7 octobre, conséquences en série, escalade de violence, conflit qui s'est propagé face au Hezbollah, qui s'est propagé au Liban, mais également ce qui se joue, c'est un affrontement entre Israël et l'Iran, ou en tout cas entre Israël et le régime des mollahs. Vous nous parliez d'un régime affaibli, d'une société civile iranienne aussi qui a peut-être envie de renverser la table. Je réagis à ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez expliqué que une partie de la société iranienne était contre le régime, mais se disait que c'était malgré tout un ordre dans un Moyen-Orient qui était une terre de désordre. Est-ce que malgré tout,
un renversement du régime iranien, justement, contrairement à d'autres renversements qu'on a pu observer, je pense à l'Irak, pourrait fonctionner parce que précisément, il y a tout de même une élite, je crois, iranienne qu'on ne voit pas ailleurs au Moyen-Orient, qui n'existe pas dans d'autres pays. Alors, il me semble. Oui, c'est difficile de tirer des plans sur la comète, hein, bien sûr, mais effectivement, l'Iran dispose d'une éducation de grande qualité qui remonte à l'époque du Shah, de très nombreux ingénieurs, médecins, à preuve l'arme nucléaire qu'ils sont sur le point d'acquérir, puisque l'Iran est un État dit du seuil nucléaire, même si les Coréens leur ont donné un petit coup de main à un moment, c'est eux qui l'ont pour l'essentiel construite. Et moi j'ai été toujours frappé quand j'étais en Iran. Ils traduisent tout, alors sans payer de droits d'auteur, mais ils lisent tout, alors que dans le monde arabe, en gros, le nombre de livres qui sont traduits en arabe en un an est inférieur à ceux qui sont traduits en grec, un pays qui est beaucoup plus petit, en un an, vous voyez. Et on sent bien que si l'Iran revenait dans une sorte de consensus de la région, celle-ci pourrait avoir une insertion internationale beaucoup plus forte, et en particulier que ce serait un élément clé pour une solution au problème israélo-palestinien, avec les financements qui pourraient sortir de tout ça. Bon, bien sûr, ça veut dire plus de pétrole sur le marché sans embargo, probablement une baisse des cours, ça fera peut-être pas l'affaire des Saoudiens, mais tout ça, ce sont des plans sur la comète. Mais aujourd'hui, si vous voulez, un certain nombre d'opérateurs internationaux réfléchissent à ces scénarios multiples, à ce que ça va apporter, ça n'a pas apporté. Je vous donne un exemple aussi qui n'était pas du tout prévu par les Iraniens. Donc, le 3 novembre 2023, plus de 3 semaines après le 7 octobre, finalement, les Iraniens font parler Nasrallah en arabe, le chef du Hezbollah. Vos collègues m'avaient demandé, parce qu'il n'y a plus beaucoup de gens qui aujourd'hui suivent ces choses-là en arabe en France. On rappelle que vous êtes arabisant, un des rares chercheurs. Oui, non, mais il y en a d'autres, mais si vous voulez, c'est vrai que les études se sont quand même effondrées par rapport à l'ampleur des enjeux, ce qui est assez terrible. On en reparlera de la situation des universités françaises, parce que la situation dans le monde a aussi des répercussions jusque dans les universités françaises. Et donc, Nasrallah, dont vos collègues m'avaient demandé alors est-ce qu'il va annoncer la Troisième Guerre mondiale. Et donc j'étais là, et puis il a dit non, c'est pas nous. Donc on m'a dit ça va, tu peux rentrer chez toi. Et effectivement, ce n'était pas eux, parce que c'est Sinwar qui visiblement a pensé qu'il avait il y avait un avantage, un effet de surprise, il allait s'en servir pour tordre le bras aux Iraniens, les obliger à le suivre et lui-même gagner des points contre Netanyahou. Dans cette affaire, les Iraniens, pour faire quelque chose quand même, ont délégué aux Houthis du Yémen le fait d'attaquer les bateaux croisant en mer Rouge et qui étaient censés relâcher dans les ports israéliens. Les Houthis, pleins de zèle et totalement dépendants des ordres, peut-être voulant en faire encore plus, ont commencé à tirer sur tout ce qui flottait. Qui passait par la mer Rouge et le canal de Suez? La flottille des containers, des porte-containers venant de Chine, qui vous apportait vos lunettes, les claviers d'ordinateur, tout ce qui nous entoure ici, ou les micros même. Et les Chinois sont furieux. Sont furieux de ce qui s'est passé, parce que la Chine est confrontée à une crise de surproduction aujourd'hui. La situation sociale n'est pas bonne. Donc ils sont obligés de faire le tour par l'Afrique, par le Sénégal, par Tanger, etc. 3 semaines de plus de navigation. Les conteneurs s'empilent dans les ports chinois. Et le résultat, c'est que les Chinois maintenant achètent leur pétrole à la Russie et non plus à l'Iran, à qui donnait un coup de main. Donc l'Iran a quand même s'est aliéné pas mal la Chine. Et d'autre part, la Chine reconnaît aujourd'hui la souveraineté des Émirats sur 3 petites îles, les 2 Tombes et Abu Moussa, qui sont au milieu du golfe Persique, qui sont clés pour contrôler la navigation des tankers du pétrole et du gaz, et que l'Iran du Shah d'ailleurs avait annexé. Et donc tout ça montre que les conséquences, vous voyez, on a l'impression, les Houthis vont tirer sur des bateaux, genre les pirates de la mer Rouge d'Henri de Montfred, si vous voulez, et en réalité, ça se traduit
par des blocages internationaux, ça perturbe l'économie chinoise, etc. De même, ce qui peut se passer en conséquence d'un conflit ouvert irano-israélien, c'est évidemment une montée immédiate des prix du pétrole, un bouleversement de l'économie mondiale, comme en 73. Rappelons-nous que c'est l'octobre 73 au Moyen-Orient, donc 50 ans plus un jour avant octobre 2023, qui a déclenché dans l'Occident le bouleversement complet du système économique, les délocalisations de masse et autres, et une crise dont un certain nombre de pays ne sont pas complètement sortis. Vous voyez, donc tout ça est extrêmement lié. Bien sûr, le 7 octobre, ça fait aussi penser au 11 septembre. Mais le 11 septembre n'avait pas bouleversé le monde comme cela. Justement, en parlant du Monde, le quotidien du soir qui porte ce nom, en France, avait titré à l'époque « Nous sommes tous américains ». On Ce peut qui pas serait dire qu'ils sont impossible aujourd'hui. complètement impossible. Oui. Ils ne sont pas tous israéliens aujourd'hui, visiblement. Oui. Ils sont pas tous Puisque le jour de israéliens. l'anniversaire du 7 octobre, ils ont pas titré sur le pogrom, ils ont titré sur la riposte israélienne qui a fait effectivement des morts en quantité très importante. Mais bon, c'était quand même curieux, vous avez raison de le rappeler. Je pense que c'était tout à fait délibéré, oui, bien sûr. Et c'était, il y avait quelque chose qui pouvait apparaître indécent. Ils auraient pu attendre effectivement le 8 octobre pour parler du reste, puisque c'est important, mais vous avez raison. Donc ils sont pas tous israéliens. Voilà, tout à fait. Et bon, alors bien sûr, on comprend aussi que la sensibilité en France, en particulier, pour les victimes non seulement palestiniennes, mais libanaises, soit intense. Et il y a eu la prise de bec entre Emmanuel Macron... C'est vrai qu'Emmanuel Macron, on n'en a pas parlé. Et Bibi Netanyahou, parce que au sommet de la francophonie, et la francophonie, d'une certaine manière, si j'ose dire, c'est le sud global francophone. Et le Liban est un pays cofondateur de la francophonie à Villers-Cotterêts. Et c'était la moindre des choses qu'Emmanuel Macron exprime sa préoccupation pour... il y a maintenant apparemment 1,5 million de déplacés au Liban, du sud vers le nord, vers le centre. Il a fait plus qu'exprimer sa préoccupation, puisqu'il a expliqué qu'il fallait plus vendre d'armes à Israël. On n'en voit pas beaucoup. Oui, mais il faut dire, effectivement, ça fait 0,2% des importations, donc c'était quelque chose... Mais effectivement, ça a eu un effet, comme vous le soulignez. Mais c'est un élément qui est particulièrement complexe, bien sûr, et qui a des conséquences à l'intérieur des sociétés mondiales et des sociétés, nationales. Arrêtons-nous une minute. Oui, effectivement, cette guerre au Moyen-Orient s'insère dans une guerre, je dirais, plus globale entre ce qu'on appelle désormais le Sud global et l'Occident. Le Nord, c'est le Sud, c'est le Nord. Oui, c'est le Nord, mais en fait, c'est plus compliqué que ça, puisqu'il y a la Russie également, qui n'est pas spécialement au Sud. Remarquez, avec le réchauffement climatique, l'Arctique va peut-être devenir tropical. Et donc, cette guerre, elle existe réellement. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a deux camps comme au moment de la guerre froide? Et est-ce que finalement, ces attentats du 7 octobre, ce pogrom du 7 octobre, a accentué ce clivage mondial? Alors, ce sont les acteurs qui veulent ce clivage, effectivement, l'ont mis en lumière. On n'y est pas encore. Mais néanmoins, on voit bien comment, et c'est un peu la thèse du livre, ce bouleversement du monde, c'est qu'au fond, les fondements moraux de l'ordre du monde auquel nous étions habitués, vous moins que moi, parce que je suis malheureusement un peu plus âgé que vous, c'était ce qui était créé après la défaite du nazisme en 1945. Et c'est la Charte des Nations Unies et qui considère que le crime le plus atroce dans l'histoire contemporaine de l'humanité, c'est le génocide des Juifs par les nazis, plus jamais ça. Et donc, c'est là-dessus que aussi bien l'Est que l'Ouest, qui vont pourtant s'affronter jusqu'à la chute du mur de Berlin dont on a parlé tout à l'heure, font un consensus. Or, ce qui se passe avec le 7 octobre et ses conséquences, c'est que vous avez un certain nombre d'acteurs qui vont créer ce Sud global, on en reviendra tout à l'heure, qui disent non, le vrai génocide, c'est ce que font les Israéliens à Gaza. Et c'est ça qui fonde l'injustice mondiale aujourd'hui,
Le génocide d'autrefois, celui des Juifs, ça fait longtemps, c'est par les nazis, c'est de l'histoire. Puis les réseaux complotistes sont passés par là sur l'Internet, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. De toute façon, ça ne concernait que des Européens, population blanche qui est en voie de régression considérable. Et c'est pas ça. Le véritable crime, c'est la colonisation menée par les États du Nord. C'est la traite négrière, c'est l'esclavage. Et comme s'il n'y avait que les Européens qui avaient fait ça, on en reviendra tout à l'heure. Et au fond, ce que fait Israël en Palestine, c'est le point ultime de cette colonisation, le génocide colonial, et les Palestiniens sont la figure par excellence de cette victimisation. Et c'est ça qui est en train aujourd'hui d'aller jusque dans nos universités. Oui, et on en parle dans la dernière partie de cette émission avec vous, Gilles Kepel. On se retrouve après une courte pause sur Sud Radio en toute vérité. À tout de suite. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio. On parle de l'après 7 octobre avec Gilles Kepel. Gilles Kepel, auteur d'un essai intitulé Le bouleversement du monde, c'est chez Plomb. On en parle depuis presque une heure sur Sud Radio de ce bouleversement du monde. Gilles Kepel, vous montrez bien que cette attaque du 7 octobre s'est finalement insérée dans un conflit plus global entre le Sud global et les sociétés occidentales, a même accru sans doute c'est une forme de polarisation du monde, mais une polarisation des sociétés occidentales elles-mêmes, puisque ceux qui veulent mettre en avant ce conflit, notamment au Sud, expliquent que c'est ce que vous nous expliquiez avant la pause, mais que la colonisation est le crime ultime, que cette colonisation se poursuit aujourd'hui à travers l'État d'Israël. C'est un discours qui porte dans les sociétés effectivement du Sud, mais c'est un discours qui porte aussi de plus en plus dans les sociétés occidentales elles-mêmes, et singulièrement à l'université que vous connaissez bien. Oui, et avant même l'université, qui est aussi la traduction que les sociétés, alors qui seraient du Nord face au Sud, si vous voulez, puisque d'une certaine manière, après la Seconde Guerre mondiale, on a une espèce d'ordre du monde longitudinal, c'est-à-dire qu'il y a l'Ouest contre l'Est, qui est traduit dans les sociétés elles-mêmes, en Occident ou en Europe par exemple, la gauche contre la droite, et qui est basé sur des identifications de classe sociale, le travail contre le capital, si vous voulez. Et là, le bouleversement au sens propre, c'est-à-dire qu'on renverse la table, est davantage latitudinal, c'est-à-dire ce serait le Sud dit global contre le Nord dit maléfique, l'un porteur du bien, l'autre du mal, fondé à réclamer son dû. Et vous avez eu ça du reste récemment dans l'élection au Sénégal, où c'est le sentiment anti-français, entre guillemets, qui a été l'un des éléments clés du succès de l'actuel président et du Premier ministre qui est derrière lui, face à Macky Sall, perçu comme l'homme qui était trop aligné sur la France, si vous voulez. Et tout cela a complètement changé les choses, et cela d'autant plus que nos sociétés dites du Nord se sont transformées démographiquement du fait de l'immigration et de la sédentarisation sur leur sol de populations issues justement du Sud, qui jusqu'à une époque récente, dans un pays comme la France, où le modèle de l'intégration républicaine laïque était la norme, faisait que les étrangers, d'une certaine manière, s'assimilaient, et que l'italien de Vecchio ou le tchèque Kepel étaient des Français extraordinaires. Et ça a été aussi le cas de beaucoup de gens venus du Maghreb et d'Afrique noire. Et puis, avec ce type d'idéologie, avec le séparatisme porté par les mouvements islamistes, si vous voulez, vous avez désormais une revendication identitaire qui se substitue aux affrontements de classe sociale. Et si vous regardez notre société française, mais aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Italie et ailleurs, des phénomènes tout à fait semblables, ce sont davantage des polarisations identitaires qui vont définir le jeu politique aujourd'hui que les alignements sociaux, les affrontements de classe. Regardez la France d'aujourd'hui. Vous avez à l'extrême gauche donc la
la France insoumise, laquelle a soumis d'ailleurs, je parle sous le contrôle de Laurent Geoffrin, une partie de la social-démocratie, puisqu'il traduit PS en parti soumis aujourd'hui, et qui considère que c'est à la fois la radicalité et le fait d'utiliser par exemple la figure de Rima Hassan, la juriste franco-palestinienne, pour cristalliser les votes pour LFI sur le thème de Gaza, pour les élections européennes par exemple. Et à l'autre bout du spectre, vous avez donc le Rassemblement national qui considère que c'est une partie du basculement des 11 millions de bouleversements aussi, 11 millions, presque 11 millions de voix pour le Front National. C'est gigantesque, effectivement, même si le Front républicain du deuxième tour n'a pas permis d'accéder au pouvoir, qui considère que l'immigration est le problème principal et que dans l'immigration, c'est l'islamisme radical qui est la partie visible de l'iceberg. Et donc, ces polarisations sont beaucoup plus identitaires que sociales, puisque vous avez, parmi l'électorat du Rassemblement national, vous n'avez pas uniquement des capitalistes. Au contraire, vous avez des classes paupérisées, mécontentes de leur sort. Vous en avez aussi de l'autre côté, chez la France insoumise. Mais au lieu de s'unir d'une certaine manière contre les capitalistes, comme on aurait dit à l'époque du communisme, elles vont se constituer en chiens de faïence, si vous voulez, dans un système où la référence à l'identité est plus forte que la référence au niveau social. Et vous avez la même chose qui est encore plus frappant, les élections américaines, qui est quand même le grand enjeu politique mondial, n'avait jamais été prise en otage des problèmes internationaux. Généralement, comme le disait autrefois le président Clinton, citant un fameux économiste, c'est « It's the economy, stupid ». Donc, c'est le marché de l'emploi, les salaires, etc. Et là, on en parlait tout à l'heure, une action au Moyen-Orient qui se traduirait par une augmentation massive des prix du carburant, même si l'Amérique est productrice de gaz de schiste, etc. Mais il y a plus de conducteurs de voitures et de camions qu'il n'y a de propriétaires de puits de pétrole, si vous voulez. Et donc, ça aurait des conséquences immédiates. Et on le voit. Ça aurait des conséquences économiques, mais même sans parler de ça, à la limite, les chocs pétroliers ont toujours eu des conséquences économiques puis politiques. Mais là, ça veut dire la victoire de Trump, si vous voulez, immédiatement, parce que Biden en serait perçu. Mais même sans parler de ça, vous parliez, dans le livre, vous parlez de l'État du Michigan, notamment, où la minorité musulmane pourrait faire l'élection, puisque ça se joue État par État aux États-Unis. Oui, avec le système très compliqué des grands électeurs, qui était un peu comme autrefois le Sénat face à l'Assemblée. C'est pour corriger pour pondérer, si vous voulez, le vote des régions rurales par rapport aux concentrations urbaines. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que alors que le Hezbollah est aujourd'hui en situation très difficile, écrasé par Israël, pas partout, parce que dans le sud du pays, il continue à se battre avec pas mal d'efficience contre les troupes israéliennes au sol, comme on l'a vu. Le Hezbollah qui serait marginalisé au Moyen-Orient, du fait que vous avez un certain nombre de Libanais chiites qui ont émigré aux États-Unis, au Michigan, dans ce cas-là, et dont certains sont sensibles au vote du Hezbollah. Si tout était égal par ailleurs dans les autres États américains et que ce soit les grands électeurs du Michigan qui fassent l'élection finalement, ça pourrait être l'influence du Hezbollah, c'est un cas d'école, ça n'arrive pas à pourrait faire l'élection du président américain, ce qui serait effectivement quelque chose de tout à fait stupéfiant. Et vous avez aussi surtout le clivage qui passe à l'intérieur du monde universitaire, avec une appétence pour le Sud global chez un certain nombre de profs et de jeunes. On a vu Harvard, Columbia, Sciences Po, l'École normale supérieure, cliver comme jamais autour de ces enjeux idéologiques, le savoir marginalisé par rapport à l'engagement, et c'est ce qui fait que votre serviteur, vous ne pouvez plus le présenter comme professeur des universités, parce qu'il a été viré par le woke de l'École normale supérieure. On a fermé les études arabes, là où j'enseignais, si vous voulez, mis à la retraite en anticipation, ce qui ne m'empêche pas de vivre. Mais c'est assez frappant, si vous voulez, de ce bouleversement, de la confusion des élites, et ça, vraiment, on est dans le grand bouleversement du monde
me semble-t-il. Ce qui nous permet de vous recevoir peut-être plus souvent sur Sud Radio. Vous avez un peu plus de temps, même si vous n'êtes plus à l'université. Bouleversement du monde, je crois qu'on pourra en parler encore longtemps. Merci Gilles Kepel d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro dans Toute Vérité.